Chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo en mathématiques, notamment sur l'exercice non complexe et capables. Alors, je vais vous apprendre à faire plusieurs exercices en non complexe. Mais je remarque que chaque fois que vous voulez commencer un exercice de non complexe, vous êtes basé seulement sur les modules arguments forme tripot. Non, c'est pas ça seulement qu'on appelle non complexe. Le non complexe peut être mélangé avec l'exercice de suite numérique. Donc, il faut avoir beaucoup d'idées pour répondre à ces cas de sujet. Lorsque vous donnez l'exercice, vous devez prendre 100 fois et puis, au fur et à mesure, appliquer les niveaux. Moi, peut-être seulement les niveaux. Donc, nous allons passer à la lecture de cet exercice. On va se présenter sous cette forme. Prépa bac. Exercice. On définit pour tout entier naturel N les nombres complexes Z par Z0 égale à 16, Zn plus 1 égale à 1 plus I sur 2 Zn. On note Rn, le module du nombre complexe Zn, Rn égale à module de Zn. Dans le plan muni d'un repère orthonormé direct d'origine O, on considère les points AN d'affixe Zn. 1. A. Calculer Z1, Z2 et Z3. B. En déduire les valeurs de A1, A2. C. Écrit le nombre complexe 1 plus I sur 2 sous forme trigonométrique et sous forme exponentielle. D. Démontrer que le triangle OA0A1 est isocèle rectangle en A1. 2. Démontrer que la suite Rn est géométrique de raison racine de 2 sur 2. La suite Rn est-elle convergente? Interprétez graphiquement le résultat précédent. On note Rn, la longueur de la ligne brisée qui relie le point A0 au point AN en passant successivement par les points A1, A2, A3, etc. Ainsi, Ln égale à somme des i allant de 0 à n-1, AI plus 1 égale à A0, A1 plus A1, A2 plus pointillé plus AN-1, AN. 3. A. Démontrer que pour tout entier N, AN plus 1 égale à Rn plus 1. B. Donner une expression de Ln en fonction de N. C. Déterminer la limite de la suite Ln. Alors, chers amis, nous avons ici un exercice de nombres complexes et de suite numérique. Lorsque vous rencontrez ces exercices, essayez de comprendre le but du sujet. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? La première question nous demande de calculer Z1, Z2 et Z3. La deuxième question nous demande d'en déduire les valeurs de A1, A2 et les autres questions ainsi de suite. Lorsque vous rencontrez un sujet, prenez votre sang-froid. Prenez votre sang-froid à écouter le sujet et à lire plusieurs fois ce sujet. Lors des nombres 3 lectures, on doit bien comprendre cet exercice. Une première lecture, on lit mal. Une deuxième lecture, ça se lit bien. Et la troisième lecture devient super bien. Après la troisième lecture, vous écoutez bien ce que l'on vous demande à chaque fois. Et après avoir détecté les faiblesses du sujet, vous pouvez donc démontrer ces différentes réponses. Alors, chers amis, je vous demande de suivre avec moi attentivement la résolution de ce problème. Si je et Z3. Comment je peux calculer Z1, Z2 et Z3? C'est très simple. D'abord, on me donne une information capitale, Z0 égale à 16 et Zn plus 1 égale à 1 plus I sur 2 Zn. Comment déterminer Z1, Z2, Z3? Simplement, pour déterminer Z1, je vais remplacer le N par 0. Pour déterminer Z1, je vais remplacer le N par 0. Pour déterminer Z2, je vais remplacer le N par 1. Donc, suivez attentivement avec moi comment je vais procéder pour calculer Z1. Pour Z1, comment je procède? Je vais remplacer par
je vais enlever ce n là pour mettre l'indice 0 pour avoir 1. Alors, pour n égale à 0, si n a été remplacé par 0, on obtient z 0 plus 1 égale à 1 plus I sur 2, z 0. Une fois que j'ai fait cette affirmation, je vais calculer 0 plus 1 va me donner en réalité 1. J'obtiens donc 1 plus I sur 2 et je vais matérialiser là en Z0. Pourtant, le sujet nous dit que Z0 égale à 16. Nous allons donc remplacer Z0 par 16. Remplaçons Z0 par l'information 16. Qu'est-ce qu'on obtient finalement? Z1 serait donc égal à 1 plus I sur 2 et remplacer Z0 par 16 parce que le sujet m'a dit que ça fait 16. On obtient Z1 1 plus I sur 2 multiplié par 16 sur 1. Regardez bien cette écriture-là. J'ai apporté un comme dénominateur de 16. Et regardez bien comment je vais travailler. Je vais faire une permutation de 2 et 1. On obtient donc Z1 égale à 1 plus I sur 2 multiplié donc par 16 sur 1. Une fois que 1 prend la place de 2 et 2 prend la place de 1, on obtient Z1 qui va se traduire sous la forme de 1 plus I sur 1 multiplié par 16 sur 2. Une fois qu'on a permuté des places parce que ça dit une multiplication, je vais donc calculer 16 divisé par 2. On obtient donc Z1 est égal à 1 plus I. Étant donné que 16 et 2 sont multiples, il va donc rester en haut 8. Une fois que nous trouvons 8, automatiquement, l'on développe membre par membre. On obtient Z1 est égal à 8 fois 1, on obtient 8, et 8 fois I, on obtient 8 I. Alors, chers amis, on vient de déterminer la valeur de Z1. Si l'on nous demandait de trouver la partie réelle et la partie imaginaire, nous allons donc dire que la partie réelle est égale à 8 et la partie imaginaire de notre sujet est égale à aussi 8. Chers amis, nous avons déterminé la valeur de Z1. Nous allons procéder à la même démarche pour déterminer la valeur de Z2. Mais comment procéder? C'est aussi très simple. Vous devez d'abord parler de l'information principale qui vous dit simplement que Z2, vous devez calculer ça. Alors, pour déterminer Z2, vous allez remplacer partout où vous voyez N, pas par 0, mais plutôt par 1 pour avoir maintenant les 10 sauf 2. Alors, chers amis, suivez attentivement comment nous allons procéder. Pour N égale à 1, nous allons donc remplacer N par 1. On aura désormais Z et partout l'on voyait N avant, nous allons donc enlever le N pour placer 1. Voilà, parce qu'on a dit que N va s'appeler désormais 1. On aura 1 plus 1 qui est égal à la version de 1 plus I sur 2 de Z et partout l'on voit N, nous allons enlever ce N pour placer les 10 1. Une fois que c'est fait, nous obtenons par la suite Z et 1 plus 1 nous donnera 2. On obtient donc 1 plus I sur 2 tout en remplaçant Z1 par ce que l'on vient de trouver auparavant. On obtient donc 8 plus 8I. Une fois cette affirmation est donnée, nous allons mettre comme dénominateur ici 1. Et encore, nous allons permuter de place pour pouvoir avoir un simple calcul. Cela sous-entend une écriture pareille. 1 plus I sur 2, multiplié donc par 8 plus 8I divisé par 1. Une fois que 2 va permuter de place avec 1 et 1 va permuter de place avec 2, l'on obtient simplement Z2 est égal à 1 plus I divisé par 1 car ça permet de place multiplié par 8 plus 8i divisé par ce 2 désormais.
2 virgules de place. 8 et 2 sont comment? Sont des multiples. Alors, une fois qu'on sait que 8 et 2 sont des multiples, dans ce cas, on obtient 1 plus I multiplié par 8 divisé par 2, on obtient 4. 8 divisé par 2, on obtient 4. Donc, chers amis, voici à présent ce que l'on trouve. Une fois que c'est fait, nous n'avons pas encore trouvé la forme algébrique. Pour trouver la forme algébrique, il faut développer nombre par nombre lorsqu'il s'agit d'une multiplication. Dans ce cas-là, 1 multiplié par 4, cher ami, on obtient combien? 4. 1 multiplié par 4, I, cher ami, on obtient 4I. I multiplié par 4, on obtient 4I. Et encore I multiplié par 4I. I fois I me donne I au carré. Pourtant, I au carré me fait moins 1. Moins 1 multiplié par 4, on obtient encore moins 4. Cher ami, 4 moins 4 me donne 0. 4I plus 4I me donne 8I. Alors, on obtient Z2 est égal à 4 moins 4 plus 4I plus 4I. Simplement, nous allons donc avoir Z2 est égal à 4 moins 4 me donne 0 et 4I plus 4I me donne donc 8I. Alors, chers amis, on vient de déterminer aussi Z2. De quoi est composé Z2? La partie réelle de Z2 est égale à 0 et la partie imaginaire de Z2 est égale à 8. Chers amis, nous allons passer à l'étape Z3. Comment procéder? C'est la même démarche. Cette fois-ci, vous dites au professeur que vous cherchez à trouver Z3. Et comment procéder? Le N ne serait plus remplacé par 1, mais le N serait désormais remplacé par 2. On aura donc pour N égale à 2, cette affirmation devient Z est remplacée par tout. Vous voyez N par 2. On aura donc 2 plus ce 1 qui est déjà là, égale à 1 plus I sur 2, tout en remplaçant les N et le N par 2. Chers amis, avec cette étape-là, nous obtenons simplement Z et 2 plus 1 me donne simplement 3, qui est égal à 1 plus I sur 2, tout en remplaçant Z2 par son équivalent trouvé. L'équivalent trouvé de Z2 est sous la forme de 8i simplement. Alors, avec cette information-là, nous allons provoquer un dénominateur ici qui est appelé 1. Une fois que le dénominateur qu'on a provoqué s'appelle 1, on va permettre donc de place. Nous obtenons Z3 qui est égal à 1 plus I sur 1 multiplié par 8i divisé par 2. Une fois qu'on a permuté les places, 8 et 2 sont donc multiples. On aura donc Z3 est égal à 1 plus I facteur de 8 divisé par 2. On obtient donc 4i. Une fois que cette information est réalisée, nous allons donc dire que Z3 est égal à un développement membre par membre. 4i multiplié par 1, l'on obtient donc 4i. I multiplié par I, ça nous fait I au carré. I au carré me donne un nombre complet sauf moins 1. Donc on aura donc moins 4. Une fois que cette affirmation est réalisée, nous allons donc dire que Z3 est égal à simplement moins 4, que je peux mettre au devant, plus 4i. Simplement Z3 peut me donner la value de moins 4 plus 4i. Avec cette information, nous allons donc donner la partie réelle de cet exercice. La partie réelle est égale à moins 4. Quant à la partie imaginaire du sujet est égale à 4. Alors, sachez bien que la partie réelle ne possède pas de I, la partie imaginaire, c'est l'écriture qui se place proche de I, mais ne fait pas I. Alors, chers amis, nous venons de vous montrer comment calculer Z1, Z2 et Z3. Nous allons poursuivre tout en répondant à la deuxième question. Il s'agissait d'en déduire les valeurs exactes de A1 et de A2. Alors, chers amis, nous avons déterminé Z1 qui est égal à 8 plus 8i. Z2 égale à 8i. Z3 égale à moins 4 plus 4i. Alors, à présent, nous allons répondre à la question suivante de déduire les valeurs de A1 et de A2. Si on te demande de déduire, c'est qu'il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire à comprendre. Vous avez vu que ça veut dire que la déduction vient toujours après une étape qui était la démonstration.
Alors, cher ami, on te demande de déduire A1 et A2. Mais avant de commencer, on vit dans le sujet que AN a pour point d'appui ZN. Donc, on note d'après l'énoncé que Zn a pour point d'appui sur AN. Cela sous-entend quoi? Partout où vous voyez AN, vous pouvez donc remplacer par Zn, ou partout où vous voyez Zn, vous remplacez par AN. C'est très simple. Alors, cher ami, comment déterminer A1? Alors, pour déterminer A1 serait égal à Z1. Alors, d'après cette hypothèse, on va remarquer que A1 serait donc égal à Z1. Donc, d'après cette hypothèse, retenons que Z1 serait donc égal à A1. Du coup aussi, Z2 serait donc égal à A2. Alors, chers amis, comment déterminer la valeur de A1? Très simple. Si Z1 est égal à A1, A1 porte le nom de 8 plus 8 ish. Alors, si Z2 est égal à A2, alors ça sous-entend que A2 va être égal à la même valeur que Z2. Il s'agit donc de 8i. Alors, chers amis, nous venons de répondre à la question d'en déduire les valeurs de A1 et A2. À présent, nous allons passer à la troisième question. La question C, qui nous demande d'écrire le nombre complexe 1 plus I sur 2 sous forme de trigonométrie et aussi sous forme exponentielle. Donc, on va commencer. Écrivons le nombre complexe 1 plus I sur 2 sous forme trigonométrie et aussi sous forme exponentielle. Alors, chers amis, pour déterminer la forme trigonométrique et la forme exponentielle, il faut d'abord chercher à calculer le module. Après le module, il faut chercher l'argument. Et après l'argument, il faut traduire la forme exponentielle, puis aussi la forme trigonométrique. Donc, les différentes étapes abordées sont le premier qui est le module, le deuxième qui est l'argument, troisième la forme trigonométrique et aussi la forme exponentielle. Donc, sur ce, je vous demande de suivre attentivement l'écriture que l'on vous attendait. On vous attendait premièrement 1 plus I sur 2. Donc, nous allons chercher à calculer le module de 1 plus I sur 2. Calculons le module de 1 plus I sur 2. Alors, chers amis, nous allons donc procéder au calcul de module. Qui parle de module va parler de valeur absolue. Donc, 1 plus I sur 2 va être calculé sous la forme de module de 1 plus I sur module de 2. Une fois que cette affirmation est traduite, nous allons donc utiliser la racine carrée pour calculer en fait ce module. En haut, nous allons donc avoir 1 élevé au carré plus 1 au carré. Étant donné que la partie réelle en haut est 1, la partie imaginaire est 1 aussi. Nous allons vérifier le calcul du bas. Il s'agit donc de racine de 2 au carré. Une fois que cette affirmation est traduite, nous obtenons 1 plus I sur 2 est égal à racine de 2 sur racine de 2 au carré, nous donnera donc 2. Alors, chers amis, nous venons donc de trouver le module du sujet. Une fois que le module est trouvé, vous allez donc passer à la forme de l'argument. Donc, après le module, cherchez toujours à calculer l'argument. Donc, nous allons calculer l'argument. Calculons l'argument de 1 plus I sur 2. Alors, chers amis, nous allons donc calculer l'argument de 1 plus I sur 2. Comment procéder? Vous allez choisir l'angle soit θ, l'argument de 1 plus I sur 2. Alors, une fois que cette affirmation est dite, vous pensez à cette formule. Aujourd'hui, soit θ est égal à partie réelle sur le module du sujet. Quant à sinus θ est égal à partie imaginaire sur le module du sujet. Dans ce cas-là, quelle est la partie réelle de votre sujet? Sachez bien que l'on dénombre une partie réelle et une partie imaginaire. Regardez bien, si je demande de démontrer la partie réelle ici,
Voici la partie réelle si chacun partage le dénominateur 1 demi. Alors 1 demi représente la partie réelle et le module du sujet est appelé racine de 2 sur 2. Dans ce cas-là, on obtient 1 demi multiplié par l'inverse 2 sur racine de 2. On obtient dans ce cas-là la simplification de 2, 2 et finalement 1 sur racine de 2 qui nous donnera racine de 2 sur 2. Une fois que c'est fait, nous allons passer à la partie imaginaire. Qu'est-ce qu'on appelle partie imaginaire? Si chacun partage le 2, alors on voit aussi 1 demi. Dans ce cas-là, nous obtenons ici 1 demi sur le module racine de 2 sur 2. Dans ce cas, on obtient 1 demi multiplié par l'inverse 2 sur racine de 2. On obtient finalement racine de 2 sur 2. Alors, chers amis, qu'est-ce qu'il faut connaître un exemple? Vous utilisez votre calculatrice, quelle que soit la calculatrice, vous tapez seconde fonction, vous tapez après cosinus et vous prenez la valeur racine de 2 sur 2. Une fois que cette information est traduite, vous pouvez comprendre pi sur 4. Parce que lorsque le cosinus est racine de 2 sur 2 et que le sinus est racine de 2 sur 2, l'angle que vous trouvez porte le nom de pi sur 4. Alors, notre angle du sujet porte le nom de pi sur 4 plus 2 4. Avec K appartenant à 37. Une fois cette affirmation est traduite, chers amis, nous allons donc calculer en disant que l'argument de 1 plus I sur 2 est égal à notre valeur trouvée, I sur 4 plus 2 4. Alors, chers amis, nous venons de donner la forme de l'argument. Une fois la forme de l'argument est traduite, nous allons donc donner ce que l'on appelle la forme trigonométrique. Alors, ici, à présent, nous allons dire calculant sous forme trigonométrique. Alors, je vais simplifier en disant calculant sous forme trigo. Dans ce cas-là, quel est le futur donné? 1 plus I sur 2 serait sous la forme de R facteur de cosinus de l'angle plus I sinus de l'angle. Une fois que cette affirmation est traduite, on va remarquer que 1 plus I sur 2 a pour module R. Et le module de notre sujet porte le nom de racine de 2 sur 2. Et maintenant, quelle est la valeur de l'angle? La valeur de l'angle de notre sujet est pi sur 4. On va donc remplacer l'angle par pi sur 4 plus I sinus de pi sur 4. Alors à présent, chers amis, l'on vient de trouver la forme trigonométrique. Après la forme trigonométrique, nous allons trouver sous la forme exponentielle. Alors, calculons sous forme exponentielle. Alors, chers amis, nous allons calculer notre sous forme exponentielle. Nous allons donc utiliser la propriété de la forme exponentielle qui dit 1 plus I sur 2 serait donc égal à R exponentielle de I égale. C'est cette forme-là que vous devez retenir. Alors, R est le module du sujet, vous allez remplacer par racine de 2 sur 2. On obtient donc à présent 1 plus I sur 2 est égal. Si vous remplacez le module par racine de 2 sur 2, vous obtenez racine de 2 sur 2 expo et puis vous remplacez le par pi sur 4. On obtient donc pi sur 4. Alors, chers amis, nous venons à présent de trouver aussi la forme exponentielle. Alors, je répète, pour déterminer la forme trigonométrique et la forme exponentielle, déterminez d'abord le module. Après le module, vous calculez l'argument et après, vous en déduisez la forme trigonométrique ou la forme exponentielle. Donc, sur ce, je vous demande de suivre attentivement comment on procède au calcul des autres questions. En 2, démontrons que le triangle A0, A1 est isocèle rectangle en A1. Lorsqu'on vous dit qu'un triangle est isocèle rectangle en un point, automatiquement, vous devez connaître une propriété. Cette propriété est très simple. Pour qu'un triangle soit isocèle rectangle, c'est que vous devez trouver I ou bien moins I. Donc je répète, pour qu'un triangle soit isocèle rectangle, c'est que vous devez trouver I ou bien moins I. Maintenant, si vous trouvez I et moins I et vous voulez aller à la fin de votre sujet, il suffit désormais de calculer le module. Maintenant, si vous calculez le module, vous êtes obligé de trouver comme angle pi sur 2. C'est-à-dire, le triangle est isocèle rectangle parce que vous trouvez pi sur 2 comme angle et vous trouvez I ou bien moins I. Donc, je répète, le triangle est isocèle rectangle parce qu'on a trouvé I ou bien moins I.
Et aussi l'angle qui va montrer que c'est isocèle rectangle, c'est parce que l'angle fait pi sur 2. Alors, chers amis, de démontrer que le triangle A0, A1 est isocèle rectangle en A1. Très bien. Après déduction, on avait déjà fait le calcul, on a trouvé A1 était égal à Z1 et puis Z1 on a donné, ça fait 8 plus 8i. A0, on n'a pas calculé parce qu'on avait déjà notre A. On avait déjà la valeur de Z0 qui était égale à 16. Donc A0 est égal à Z0 qui donnait 16. Pourquoi? Parce que nous avons dit dans le sujet que AN est égal à ZN. Ce qui signifie que les valeurs de A sont égales aussi aux valeurs de Z. Alors, chers amis, comment procéder pour montrer que le triangle est isocèle rectangle? C'est très simple. Vous avez combien de points? O, A0, A1. Alors, au point, c'est rectangle en quel point? C'est rectangle au point A1. Ça veut dire A1 doit se répéter 2 fois. Lorsque c'est rectangle en un point qui s'appelle peut-être bêta, c'est bêta qui va se répéter 2 fois. Donc, si un triangle est isocèle rectangle en un point qu'on appelle bêta, bêta doit se répéter 2 fois. Donc, chers amis, nous allons commencer. Ici, nous allons encore traduire ça sous forme de fraction. Ici, il s'agit donc d'avoir A1. Une première fois, moins, ça veut dire que vous faites au final moins initial, donc A1 moins O sur, et vous venez désormais, vous placez encore le point A1 qui va se répéter 2 fois, A1 moins, et vous prenez maintenant A0. Voici comment on va l'utiliser pour déterminer notre réponse. Alors, chers amis, nous allons effectuer le calcul. A1, dans notre sujet A1, il s'agit donc de 8 plus 8i. Donc, on va donc mettre 8 plus 8i. Notre A1 est appelé toujours 8 plus 8i. Moins A0. Étant donné que A0 fait 16, on aura donc moins 16. Donc, on a A1 moins O sur A1 moins A0. Ici, l'on obtient 8 plus 8i sur 8 soustrait à 16. On aura donc moins 8. Donc, on obtient à présent moins 8 et là, on obtient plus 8i. Ceux qui se posent des questions, mais qu'est-ce qui est devenu O? O est l'origine d'un repère. L'origine d'un repère commence toujours au point 0. Par exemple, si vous avez un repère sous cette forme-là et vous placez O, quelles sont donc les coordonnées de O? O aura pour coordonnées 0, 0, car c'est le point même qui se trouve ici. Donc O aura pour coordonnées 0 et 0. Maintenant, si vous placez un point qui s'appelle peut-être I ici, et là, qui s'appelle J, alors I aura pour coordonnées, I étant situé sur la partie de l'axe des abscisses, on aura donc pour coordonnées 1 et la partie imaginaire serait 0. Quant à J, aura pour coordonnées 1 à 0, pardon, sur la partie réelle, et puis 1 sur la partie imaginaire. C'était une parenthèse. Voici pourquoi la valeur de 0 est identique à 1 à 0. Donc, voici pourquoi j'ai mis cette écriture. Regardez bien en haut et en bas, il y a trop de 8. Donc, nous allons simplifier par 8. Nous obtenons par la suite A1 moins O sur A1 moins A0. Simplement, chers amis, nous allons donc mettre 8 en facteur ici, on obtient 1 plus ici. Et en bas, nous allons donc encore mettre 8 ici, et on obtient moins 1 plus I. Nous allons donc simplifier cette affirmation-là, on obtient par la suite 1 plus I sur moins 1 plus I. Arrivez ici, chers amis, écoutez attentivement ce que je vais faire et regardez, observez très bien. Ici, nous allons donc effectuer une expression conjuguée. L'expression conjuguée concerne le dénominateur. Donc, nous allons d'abord répéter l'écriture qui se trouve au numérateur, multiplié par le conjugué du dénominateur. Le conjugué, c'est la partie imaginaire seulement qui change de signe. Le conjugué, c'est la partie imaginaire seulement qui change de signe. Dans ce cas-là, on obtient moins 1 et la partie imaginaire va changer seulement de signe. Sur moins 1 au carré, moins I au carré. Nous avons donc fait une idée remarquable parce que l'aura de cette écriture-là multipliée par son contraire, donc ce qui signifie qu'on va utiliser l'identité remarquable. On aura dans ce cas-là A1 moins O sur A1 moins A0. Et simplement, nous allons donc développer nombre par nombre. 1 fois moins 1, on obtient donc moins 1. 1 fois moins I, on obtient donc moins I. I fois moins 1, on obtient donc moins I.
Et maintenant, I fois I. I fois I, maintenant I au carré. Et I au carré, quand moins 1 multiplié par le moins, on obtient donc plus 1. Et là, moins 1 élevé au carré nous donne plus 1. Et ici, I au carré nous fait moins 1 multiplié par le signe moins, on obtient donc plus 1. Finalement, chers amis, on obtient A1 au-dessus A1 moins A0. Et à l'aide de la calculation, on peut donc effectuer moins 1 plus 1. Moins 1 plus 1 et effectuer ici moins I sur 2. Une fois que c'est fait, nous allons donc utiliser la calculatrice pour pouvoir effectuer ce calcul-là. Dans ce cas-là, nous obtenons moins 1 plus 1 donc 0 et là on obtient moins 2i sur 2. Alors, chers amis, une fois que l'on simplifie, nous obtenons par la suite A1 moins O sur A1 moins A0. Et automatiquement, après simplification des deux, nous obtenons I. Alors, on peut confirmer que le triangle est isocèle rectangle parce que nous avons trouvé moins I. On dit lorsque le triangle est isocèle rectangle, vous devez trouver I ou bien moins I. Maintenant, vous trouvez l'information de terme rectangle, c'est que l'angle que vous devez trouver porte le nom de pi sur 2 ou bien moins pi sur 2. Alors, pour ce faire, nous allons confirmer cette affirmation. Donc, chers amis, pour confirmer cette affirmation, il faut calculer le module et après. Alors, à présent, on a trouvé moins I, nous allons maintenant confirmer si notre angle va nous donner pi sur 2 ou moins pi sur 2. Alors, à présent, nous allons calculer l'angle. Calculons l'angle. Je vais appeler l'angle θ. Alors ici, nous allons donc utiliser la technique très simple en calculant le module d'abord. Nous allons mettre le module de A1 moins O sur A1 moins A0. Une fois que c'est fait, nous allons aussi effectuer le module de moins I. Alors, le module de moins I va nous donner la racine carrée de la partie réelle au carré additionné à la partie imaginaire au carré. Une fois que c'est fait, nous obtenons A1 moins 0 et A1 moins A0 qui nous donne avec la calculatrice moins 1 au carré va nous donner 1 au carré, racine de 1 au carré va nous donner 1. Alors, chers amis, voici donc notre module trouvé. Une fois qu'on a calculé le module, nous allons encore déterminer l'angle. Donc, soit θ, l'angle de notre affirmation A1 au A1 moins A0. Une fois que c'est fait, nous allons donc venir en écrivant cosinus θ. Cosinus θ est égal à partie réelle de votre sujet sur le module. Quant à sinus θ est égal à la partie imaginaire du sujet sur le module. Une fois que c'est fait, la partie réelle de votre sujet est égale à 0. Le module est égal à 1. On obtient là 0. La partie imaginaire de notre sujet est égale à moins 1. Le module est égal à 1. On obtient donc moins 1. L'angle fabriqué donnera sous la forme de moins pi sur 2 plus 2 pi. Alors, nous allons préciser le K appartenant à grand Z. Une fois que cette information, ceux qui ne comprennent pas pourquoi il y a le signe moins, la valeur de cosinus étant positive, nous allons donc prendre la valeur de sinus qui est négative. Voici pourquoi l'angle est appelé moins pi sur 2. Alors, ici, nous allons donc dire que l'angle θ est égal à moins pi sur 2. Alors, chers amis, nous venons de trouver notre angle est égal à moins pi sur 2. Cela peut signifier que le triangle est bel et bien rectangle et isocèle. Le triangle OA0, A1 est isocèle et rectangle. Alors, maintenant, isocèle rectangle, si on vous demandait de quel sens, alors vous dites que le sens est indirect parce que votre angle que vous avez trouvé est négatif. Donc, c'est isocèle rectangle de sens quoi? Indirect. Pourquoi? Parce que l'angle est négatif. Nous allons poursuivre. 2. Démontrer que la suite Rn est géométrique de raison racine de 2 sur 2. Alors, comment montrer que la suite est géométrique? Bien avant
on sait que d'après l'énoncé, Rn égale à module de Zn. D'après l'énoncé, Rn égale à module de Zn. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait aussi de plus? On sait aussi que Zn plus 1 égale à 1 plus I sur 2 Zn. Alors, comment montrer que cette suite appelée Rn est géométrique? Je vais d'abord révéler ici les propriétés qui vont vous servir. Propriétés. Une suite est dite géométrique si elle obéit à la propriété suivante. Zn plus 1 serait donc égal à Q Zn. Voici donc une propriété permettant de montrer qu'une suite est appelée géométrique. Dans notre sujet là, on a plutôt Rn plus 1. Donc Rn plus 1 serait donc égal à Q de Rn. Nous allons donc dire que la suite est appelée suite géométrique. Ça, c'était une parenthèse sur la propriété d'une suite géométrique. Dans mon sujet, il s'agit de montrer que Rn est une suite géométrique. Donc, nous allons avoir Rn d'abord est égal à module de Zn. Nous allons mettre de part et d'autre l'indice plus 1. Nous obtenons dans la suite Rn plus 1 est égal à module de Zn plus 1 simplement. Nous allons donc remplacer Zn plus 1 par son équivalent. On obtient Rn plus 1 est égal à module et remplacer 1 plus I sur 2 de Zn. Une fois que c'est fait, nous allons donc utiliser une des propriétés fondamentales en nombre complexe. Il s'agit donc de module de Z multiplié par Z'. On aura donc module de Z' multiplié par module de Z. C'est cette propriété-là que je vais donc utiliser pour répondre à la préoccupation. On aura donc Rn plus 1 est égal à module de 1 plus I sur 2 multiplié par module de Zn. Une fois que c'est fait, nous allons donc essayer de calculer notre module. Alors, 1 plus I sur 2 avait été calculé dans l'une des questions du sujet. Le module, on allait donc trouver racine de 2 sur 2 si vous vérifiez bien. Alors, on avait déjà trouvé le module dans la question précédente. Nous allons donc remplacer le module par cette écriture-là. Donc, on aura donc Rn plus 1 égale à racine de 2 sur 2 et simplement multiplié par module de Zn. Cela peut signifier qu'une information capitale du sujet nous dit que Rn égale à module de Zn. Donc, partout où nous voyons module de Zn, nous allons donc remplacer par Rn. On aura donc Rn plus 1 égale à racine de 2 sur 2 et nous remplaçons module de Zn par ce fameux Rn. Automatiquement, ça obéit à la propriété de ça ou bien cette propriété située en bas. Nous pouvons donc dire que cette suite Rn est une suite géométrique de raison racine de 2 sur 2. Donc, Rn est une suite géométrique de raison Q égale à racine de 2 sur 2. Alors, chers amis, nous venons de trouver la suite géométrique appelée Rn. Nous allons donc répondre à la question suivante. On nous demande la suite Rn est-elle convergente? Une très bonne question. La suite Rn est-elle convergente? Une très superbe question. On veut savoir si la suite Rn est convergente. Mes chers amis, comment montrer qu'une suite est convergente? Cela signifie automatiquement de calculer la limite de cette suite. Et pour calculer la limite d'une suite, d'abord on a déjà montré que la suite était comment géométrique. Donc ici, il s'agit seulement de donner la formule explicite de cette suite-là. Et en plus de cette formule explicite, vous pouvez donc calculer la limite. Donc cela revient à donner la formule explicite de cette suite. Donc je vais expliquer. Cela revient à donner la formule explicite de la suite Rn, puis effectuer le calcul de cette limite.
trouver la forme explicite de cette suite. On a déjà dit que Rn était une suite quoi? Géométrique. Donc nous allons donner la formule explicite d'une suite géométrique. Alors, si la suite est appelée Rn, alors sa formule explicite va être égale à Rn égale à Rp Q N moins P. Chers amis, c'est cette écriture-là qu'on appelle formule explicite. Que représente P? P représente le premier terme du sujet. Que représente N? R, le P représente le premier terme et le N représente le dernier terme du sujet. Alors, chers amis, dans mon exercice là, qui représente le premier terme? C'est l'indice 0. Alors, on tient Rn égale à Rp, qui s'appelle désormais R0, Q, N moins ce 0 là. Simplement, ça signifie que Rn serait donc égal à R0, Q, N. Alors, une fois que nous avons traduit la formule explicite, nous allons donc remplacer chaque écriture par son équivalent. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est le calcul. Il s'agit donc du calcul de R0. Comment calculer R0? On sait que Rn égale à module de Zn d'après le sujet. Alors, chers amis, nous allons remplacer partout. Nous voyons N pour remplacer par l'indice 0. Alors, pour N égale à 0, on obtient R0 égale à module de Z 0. Alors, chers amis, R0 égale à module de Z0. Or, dans le sujet, Z0 a pour écriture 16. On aura donc module de 16. Alors, le module de 16 va nous donner R0 qui est égal à racine carrée de 16 divisé par carré, qui sous-entend 16. Alors, R0 est désormais trouvé. Une fois que l'on vient de trouver R0, nous allons encore utiliser la formule explicite pour trouver l'écriture que nous recherchons tant. On obtient donc R est égal à donc R0 qui est égal désormais à 16 et maintenant multiplié par la raison du sujet. La raison du sujet étant racine de 2 sur 2, notre exposant porte le nom de N. Alors, chers amis, nous venons de trouver la formule explicite. Après la formule explicite, nous devons désormais calculer la limite. Et je réponds, la limite d'une suite qui possède l'exposant N est très facile. Regardez si le dénominateur est supérieur au numérateur. Une fois que le dénominateur est supérieur au numérateur, la limite de cette suite donne automatiquement 0. On aura donc 0 multiplié par 16, nous trouvons 0. Et dès qu'on trouve 0, on peut donc dire que la suite est convergente et converge vers ce 0. Mais si on trouvait infini comme réponse, la suite n'est pas convergente, mais plutôt divergente. Donc, chers amis, je vous demande de suivre attentivement la rédaction. Nous allons encore calculer la limite. La limite de Rn. Alors, chers amis, la limite d'une suite se calcule obligatoirement en plus infini. Donc, nous allons donc effectuer la limite lorsque n tend vers plus infini de notre affirmation Rn. Du coup, on obtient limite lorsque n tend vers plus infini et notre affirmation Rn porte le nom de 16 racine de 2 sur 2 à la puissance n. Une fois que le dénominateur est supérieur au numérateur, automatiquement à la puissance n, la limite donne 0. Alors ici, chers amis, nous obtenons 0. Nous allons donc dire que la limite, lorsque n tend vers plus infini de Rn est égal à bel et bien 0. Pour cela, nous allons donc signifier que la limite, lorsque n tend vers plus infini de racine de 2 sur 2 à la puissance n, on donne donc effectivement ce 0 là. La conclusion, c'est de dire que Rn est une suite convergente et converge vers 0. Donc, Rn est une suite convergente et converge vers 0. Alors, nous allons remarquer simplement que la raison appelée Q est encadrée entre notre 0 et 1. Ce qui sous-entend que notre raison ici est racine de 2 sur 2 est vraiment encadrée entre 0 et 1. Ce qui signifie que la limite a donné effectivement ce 0 là. Nous allons encore répondre à l'interprétation graphique. Interprétons graphiquement. Alors, on nous demandait de l'interpréter graphiquement le résultat précédent.
Alors, chers amis, c'est très simple pour interpréter graphiquement le résultat précédent. Nous allons donc utiliser notre affirmation de Rn était égal à module de Zn d'après le sujet. Une fois que c'est fait, nous allons donc remarquer que le module de Rn donne Rn, c'est le module de Zn donne Rn, ce qui signifie que ici nous allons donc calculer la distance. Nous allons donc répondre à cette question Rn égale à module aussi de Zn moins Z0. Alors, chers amis, étant donné que pour coordonner 0 et 0, on remarque maintenant pourquoi le professeur n'a pas mis de valeur ici. Une fois que c'est fait, nous allons donc avoir que AN était le point d'appui sur ZN. Si AN est le point d'appui ZN d'après le sujet, nous obtenons par la suite RN égale à, partout nous voyons ZN, nous allons passer par AN. On obtient donc AN moins O. Simplement, en termes de ma ça j'utilise Z, en termes de distance aussi, je peux enlever ce Z là. Alors, finalement, initial, on obtient donc RN qui est égal à notre distance appelée OAN. Et c'est OAN qui s'appelle en réalité ZN. Alors, on vient de démontrer géométriquement que RN égale à la distance OAL, simplement qui a pour valeur une convergence de 0. Alors, chers amis, nous allons encore poursuivre notre sujet tout en répondant à la question suivante. La question suivante, en hôtel, la question suivante est appelée 3. Mais bien avant la question 3A, nous devons savoir que on note une écriture suivante. Sigma des I allant de 0 à n moins 1 de A I plus 1. Alors, on peut donc mettre la première question du sujet. La première question du sujet nous demande de démontrer, que pour ton entier N long A d'écriture AN plus 1 égale à RN plus 1. Alors, chers amis, je vous demande de suivre attentivement. Comment montrer que AN plus 1 égale à RN plus 1? C'est très facile. Je répète encore, chers amis, comment on calcule une distance? Alors, si jamais vous voulez calculer une distance qui est appelée dans votre sujet AB, comment vous allez procéder? La distance AB est égale à B moins A. Voici comment on calcule une distance. Alors, chers amis, nous allons donc effectuer le calcul de distance ici. Nous obtenons donc AR plus 1 qui donne sous la forme de distance AR plus 1 moins AR. Une fois que cette information est précise, nous allons donc signifier une information capitale qui nous dit que AN a pour point d'appui sur ZN d'après le sujet. Si AN a pour point d'appui ZN, et selon vous AN plus 1, AN plus 1 aura pour point d'appui sur ZN plus 1. Cela peut signifier une information capitale. Partout où vous voyez AN plus 1, vous pouvez désormais mettre ZN plus 1. Partout où vous voyez AN, vous pouvez désormais mettre ZN. Alors, on obtient par la suite AN plus 1, qui signifie automatiquement que où vous voyez AN plus 1, vous pouvez désormais mettre ZN plus 1. Moins AN, vous pouvez désormais mettre ZN. Étant donné que le sujet a dit que Zn plus 1 est égal à 1 plus I sur 2 de Zn. Alors, vous allez donc remplacer partout où vous voyez Zn plus 1 par son équivalent là. Vous obtenez par la suite AN plus 1 est égal à l'écriture Zn plus 1 qui serait donc remplacée par 1 plus I sur 2 de Zn. Quant à l'élément situé là, vous faites moins Zn. Vous allez remarquer quelque chose qui est très intéressant. Alors, il s'agit donc de mettre Zn comme facteur commun. On obtient donc 1 plus I sur 2 moins 1, le tout multiplié par Zn. Alors, nous allons donc utiliser la propriété de module en complexe qui signifie module de Z multiplié par Z qui fait module de Z multiplié par module de Z. Donc, sur ce, vous suivez attentivement. Alors, on a AN plus 1 qui va être égal
on calcule simplement ici. On aura donc 1 plus I sur 2 moins 1 multiplié par module de Zn. Une fois que c'est fait, nous allons rendre ici au même dénominateur. Chers amis, nous obtenons par la suite AN plus 1 égale à notre écriture ayant le même dénominateur. On aura 1 plus I et 2 fois moins 1, on obtient moins 2 ici sur 2 multiplié par module de Zn. Une fois que c'est fait, nous allons calculer 1 moins 2 et 1 moins 2 va nous donner simplement moins 1. Donc ici, on aura donc moins 1 additionné à I sur 2 en termes de module multiplié par module de Zn. Alors, chers amis, nous allons donc effectuer le calcul de module. Et comment procéder? Nous allons donc calculer moins 1 plus I sur 2 en termes de module. On aura donc module de moins 1 plus I sur module de 2. Alors, dans cette partie, nous allons donc avoir moins 1 élément au carré plus 1 élément au carré. C'est comme ça que nous allons calculer le module de du carreau et celui du bas, ça nous fait 2 au carré. Une fois que c'est fait, moins 1 plus I sur 2 aura pour module ici 1 plus 1, donc on aura racine de 2 sur 2. Alors, une fois que le module est trouvé, nous allons donc continuer notre sujet. On aura donc AN plus 1 qui va être égal à racine de 2 sur 2 multiplié par module de Zn. Or, le sujet a mentionné que le module de Zn est égal à Rn. Cela vous signifie que AN et AN plus 1 serait bel et bien égal à racine de 2 sur 2 de Rn. Or, on a déjà signifié que racine de 2 sur 2 de Rn est égal à Rn plus 1. Du coup, Rn aussi plus 1 est égal à racine de 2 sur 2 de Rn. Alors, partout où nous voyons racine de 2 sur 2 de Rn, nous allons donc remplacer par Rn plus 1. Cela pour signifier que An plus 1 serait donc l'écriture de Rn plus 1. Alors, chers amis, nous allons donc répondre à cette question. Nous allons continuer notre sujet tout en répondant à la question suivante. Donnons une expression de Ln en fonction de N. Alors c'est très simple. Nous allons donc donner une expression de Ln en fonction de N. C'est très simple, nous allons d'abord prendre l'écriture imposée dans le sujet. On a Ln est égal à A0, A1, additionné à A1, A2, additionné à des pointillés, et AN là, AN-1 et AN. Alors, chers amis, comment exprimer Ln en fonction de N? C'est très facile. Vous suivez un peu la logique. On sait que une information qui précède nous dit que AN plus 1 nous donnait Ln plus 1. Alors, imaginez-vous que vous remplacez le N par l'indice 0. Quelle est donc l'écriture que vous allez avoir? Pour N égale à 0, l'on obtient à présent A0 plus 1 égale à R0 plus 1. Alors, avec cette affirmation, on obtient donc A0, A1 plus 1 donne A1 ici et R1. Cette information est déterminée lorsque n est égal à 0. Nous allons donc passer au n égale à 1. Pour n égale à 1, nous allons donc avoir A1 plus 1 égale à R1 plus 1. Une fois que c'est fait, nous allons donc dire qu'on a A1 et puis 1 plus 1 nous donne 2. Donc on a A2 et ici on a R1 2. Avec ces différentes informations, nous allons donc traduire le dernier. Alors le dernier, nous allons donc remplacer partout où nous voyons R1 par R1 moins 1. On aura donc pour N égale à N moins 1, notre affirmation devient à présent A N moins 1 à N et simplement nous obtenons notre écriture terminale, donc ça devient le tas de R1N. Ça veut dire quoi? Lorsque vous voyez 1 situé là, vous remarquez que c'est le même 1 qui est là.
Si vous voyez un situé là, vous remarquez que, alors deux situés là, vous voyez que c'est le 2 qui continue. Donc si vous voyez un situé là, il va continuer toujours en R. On voit un peu bien, cher ami. Voici ce que vous devez retenir sur cette information-là. Une fois que cette information est traduite, vous pouvez donc répondre à votre préoccupation. On aura donc L1 égale à A0, A1 plus A1, A2 plus des pointillés et AN moins 1, AL. Vous allez donc remplacer chaque écriture par ce que vous venez de trouver. On obtient donc LN égale A0, A1. A0, A1, on doit mettre R1. Plus A1, A2. A1, A2, on doit mettre R2. Plus des pointillés. Et AN moins 1, AN, nous allons donc mettre RL. Une fois que cette affirmation est vérifiée, nous allons donc dire que R est égal à module de Zn. Rn est égal à module de Zn. Ce qui sous-entend que R1 serait donc égal à module de Z1 et R2 serait donc égal à module de Z2. Alors, nous allons donc avoir Rn égal à R1 qui serait remplacé par module de Z1 additionné à module de Z2 additionné à des pointillés plus module de ZR. Car on sait que module de Z1 donne R1, module de Z2 donne R2, donc module de Zn va donner Rn. Une fois que cette information est traduite, nous allons donc remplacer partout où nous voyons module de Z1, module de Z2, module de Zn par des différentes expressions dans notre sujet. On avait déjà calculé le module de Z1. On avait aussi calculé le module de Z2 et on vient de trouver le module de Zn. Alors, chers amis, suivez attentivement ce que nous allons mettre par la suite. Ça signifie que R1 égale à module de Z1, ce qui sous-entend que le module est égal à 8 plus 8i. On a déjà calculé cette information. R2 égale à module de Z2 qui est égal à module de 8i. Et nous allons donc effectuer le calcul de module. Ici, on aura encore 8 au carré plus 8 au carré. Alors ici, on aura encore 64 plus 64. Et là, on aura donc racine de 8 au carré qui donnera donc 8. Il y aura encore Rn. Rn, on a déjà trouvé la forme Rn en fonction de N. Vous allez remarquer que Rn est égal à Rp, Q, R moins P. Alors, on a trouvé que Rn est égal à R0, Q, R moins C0. Donc, on avait dit que Rn est égal à R0 qui est égal à 16. Et donc, Q est égal à racine de 2 sur 2 à la puissance N. Donc, avec cette information-là, nous allons donc dire que pour déterminer le module aussi, on aura module de Zn. Ça ne m'intéresse pas trop en termes de R, vous voyez que bien. Alors, chaque information serait donc remplacée par son équivalent. Donc, R1 serait donc égal à notre fameuse écriture de racine de 128. Ok? Quant à R2, serait remplacé par 8. Alors, nous allons donc à présent remplacer chaque écriture par son équivalent. Le module de Z1, on a trouvé 128. Donc, nous allons effectuer à l'aide de la calculatrice la racine de 128. Nous allons donc effectuer le calcul. 128, nous donnons R1 est égal à 8 racine de 2. Quant à R2, nous trouvons 8. Alors, Rn, nous trouvons 16 racine de 2 sur 2 à la puissance n. Alors, chers amis, à présent, nous obtenons Rn est égal à R1, 8 racine de 2, additionné à R2, 8 plus des pointillés, plus Rn est égal à 16 racine de 2 sur 2 à la puissance n. Une fois que cette information est traduite, nous allons donc donner une information de somme d'une suite géométrique. Mais bien avant de vous rappeler de somme d'une suite géométrique, regardez bien cette affirmation-là. Voici donc notre premier thème
Et voici notre dernier thème. Quant à la raison, c'est racine de 2 sur 2. Alors, on voit donc Ln est égal à notre premier thème qui est appelé R1 multiplié par R moins la raison N moins ce P plus 1, notre P, compte le nom de donc je vais remplacer ici par P d'abord, dès le départ, sur 1 moins Q. Alors, une fois que l'on a donné cette affirmation, notre P, c'est ce qu'on appelle notre R1 de notre sujet. Alors, on voit notre Ln est égal à notre fameuse écriture R1 multiplié par 1 moins la raison Q, N moins sur 1 plus 1 sur 1 moins Q. À présent, nous allons donc dire que Ln est égal à R1 multiplié par 1 moins Q moins 1 plus 1 me donne la raison seulement que le N ici et N moins Q. Une fois que c'est fait, on va donc remplacer L1 par son équivalent. Alors Ln est égal à R1 qui est remplacé par son équivalent. 8 racine de 2 multiplié par 1 moins la raison. Racine de 2 sur 2 à la puissance n sur la raison racine de 2 sur 2. Sachez bien que la raison de votre sujet était racine de 2 sur 2. Alors, chaque information étant trouvée, vous allez donc déterminer chaque écriture. On aura Ln égal à 8 racine de 2 multiplié par 1 moins racine de 2 sur 2 à la puissance n, le tout sur ici, nous allons avoir le même dénominateur, donc on a 2 moins racine de 2 sur 2. Une fois que c'est fait, nous allons donc dire que Ln est égal à 8 racine de 2 et automatiquement, on doit donc le renverser de cette écriture sur 2 moins racine de 2. Alors, je vais le faire. J'ai renversé cette écriture. Vous voyez que ça donne 2 sur cette affirmation multiplié par 1 moins racine de 2 sur 2 à la puissance n. Une fois que cette affirmation est vérifiée, nous allons donc dire que 2 va multiplier 8. Dans ce cas-là, 2 multiplié par 8, on obtient 16 racine de 2 sur 2 moins racine de 2. Et on a 1 moins racine de 2 sur 2 à la puissance n. Alors, chers amis, on vient de déterminer Ln en fonction de n. Donc, Ln en fonction de n va donc s'écrire sous la forme de Ln égale à 16 racine de 2 sur 2 moins racine de 2, 1 moins racine de 2 sur 2 à la puissance n. Une fois qu'on a trouvé cette écriture, nous allons répondre à la dernière question du sujet. Alors, la dernière question du sujet nous demande de calculer la limite de la suite Ln. Donc, question C, déterminons la limite de la suite Ln. Alors, donc, nous allons calculer la limite d'une suite se fait toujours en plus infini. Donc, la limite lorsque n tend vers plus infini de Ln serait donc égal à la limite lorsque n tend vers plus infini et remplacer Ln par son équivalent. On aura donc 16 racine de 2 sur 2 moins racine de 2, crochet 1 moins racine de 2 sur 2 à la puissance n. Une fois que cette écriture est matérialisée, nous allons passer au calcul de limite. Alors, nous allons donc signifier que la limite, lorsque n tend vers plus infini de Ln, nous rencontrons directement comme réponse 16 racine de 2 sur 2 moins racine de 2. Et pourquoi? Car je viens de vous signifier que lorsque vous calculez la limite, lorsque n tend vers plus infini de racine de 2 sur 2 à la puissance n, on trouve impérativement 0. Et pourquoi? Car racine de 2 sur 2 est encadrée entre 0 et 1. Alors la limite va nous donner d'abord 0. Une fois que c'est fait, on a 0. Ici, on aura 1. 1 moins 0, on obtient 1. Et 1 multiplié par cette écriture, on obtient donc cette écriture-là. Alors, chers amis, j'ai été très content de partager cette vidéo avec vous. Sur ce, je vous demande de vous abonner et de partager les liens à plusieurs de vos amis. Sur ce, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo. Mais sachez bien que reprenez plusieurs fois ces exercices. Dans une nouvelle vidéo.